Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire du Sommet 4.0 organisé par l'UMM de l'Ain, Grenoble IMT et la FMA Pôle Formation de l'Ain. Ce que je te propose, Julien, donc je suis en compagnie de Julien qui est expert en formation, fabrication additive chez nous, enfin même pas que formation, la fabrication additive chez nous. On a plus d'un mètre de distance. Ce que je vous propose, c'est qu'on retire nos masques pour que vous nous entendiez le mieux possible. Donc on se retrouve aujourd'hui au sein des ateliers de la FMA pour parler d'innovation technologique et notamment de la chaîne de valeur 4.0 en fonction de trois thèmes: la conception optimisée, la fabrication additive et puis une partie contrôle et métrologie. Tout à fait. Du coup, pour rentrer dans le détail de cette partie, on est accompagné de trois experts et fournisseurs de solutions. Hélène, qui est de la société Alter, qui nous parlera de conception optimisée. Lucas, de la société Formlab, qui nous parlera de fabrication additive. Et puis, pour finir, Laurent, de la société Hexagone, avec qui on évoquera le contrôle et du coup la métrologie. Alors, dans le webinaire, pour que vous puissiez tous participer, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On essayera d'y répondre, bien évidemment. Et puis, ces lives seront disponibles en replay pour ceux qui se posent la question. Vous recevrez tout ça dans vos mails. Donc, n'hésitez pas à le consulter et le partager en replay. On commence. Avant juste de parler de technologie, et du coup, pour introduire ce webinaire, Damien Abad, député de l'Ain et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, nous a fait le plaisir de nous adresser un petit mot d'introduction. Ce que je vous propose, c'est qu'on le regarde tout de suite et on se retrouve tout de suite après en live. À tout de suite. Ces temps de reconfinement, j'ai envie d'en dresser des mots d'encouragement, de force, d'optimisme. Je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout pas tomber dans le fatalisme ou dans la résignation. Bien sûr que c'est difficile, bien sûr que on préférerait tous avoir une activité économique à plein. Malheureusement, on doit faire face à une crise sanitaire majeure. Et dans ces temps-là, il faut à la fois faire le dos rond, montrer notre capacité de rebond et surtout être derrière en capacité de pouvoir apporter eh bien, une nouvelle ère pour les Français. Donc, moi, j'ai envie de dire surtout beaucoup d'encouragement, de force, ne rien lâcher, ne pas abandonner, ne pas faire en sorte que ce qui se passe dans ces semaines ou dans ces mois qui sont difficiles soit derrière irrémédiable. Et donc, on peut s'en sortir tous ensemble par l'innovation, par le courage, par l'inventivité, par l'esprit d'entrepreneuriat qui existe en France et qui est très important. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur dans les prochaines semaines. Je pense que c'est important d'échanger ensemble sur les outils du numérique, sur ce que le numérique va apporter. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de Français sont en télétravail. Beaucoup de Français travaillent aujourd'hui à travers les outils numériques, y compris celles et ceux qui étaient les moins affûtés par rapport à ces outils. Et donc, on voit bien qu'il y a une prise de conscience, il y a une évolution à la fois des outils, mais pas seulement des comportements, de la manière dont une entreprise fonctionne, dont les salariés accompagnent cette entreprise. Et donc, je crois que c'est essentiel, encore plus aujourd'hui qu'hier, d'organiser un sommet 4.0 qui va permettre à tout le monde de comprendre l'utilité, l'importance de ces outils numériques et de montrer que même dans une période où on ne peut pas se croiser, ou dans une période de confinement, eh bien, on peut travailler, on peut interagir, on peut échanger des expériences et on peut surtout promouvoir des idées nouvelles à travers ces outils de 4.0. L'industrie dans l'Ain, c'est très important. On est sur le podium des départements les plus industriels de France, ce qui fait qu'on a un taux de chômage extrêmement bas. On a des filières d'excellence comme la plasturgie, comme le bois, comme la métallurgie, comme la filière frigorifique, thermique, aérolique. Et donc, c'est une force, c'est un vivier d'emploi et c'est surtout aussi une culture et un esprit d'entreprise qui est très fort dans l'Ain et notamment dans le bassin d'Oyonnax, mais pas seulement. Et c'est ça qu'on doit promouvoir. Donc, au quotidien, moi, je vis avec les chefs d'entreprise, avec les salariés qui ont envie justement de promouvoir des idées nouvelles. Oui, il y a deux sujets très importants. Nous travaillons actuellement sur la question de l'annulation des charges sociales et fiscales pour les entreprises, y compris celles qui ont encore de l'activité économique, mais une activité extrêmement réduite. De la même manière que nous travaillons aussi sur la prise en charge des loyers, qui est un coût fixe important pour beaucoup de PME. Ça, c'est le premier axe, un axe d'annulation de charges sociales, mais aussi de charges fixes, de manière à ne pas
handicaper aujourd'hui des PME qui ont un chiffre d'affaires extrêmement faible. Et puis le deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est aussi l'évolution du PGE, c'est-à-dire du prêt garanti par l'État, de manière à ce qu'on puisse se transformer en quasi-fonds propres, qu'on prolonge en tout cas son remboursement, voilà, d'1 an, de 2 ans, voire de 3 ans, de manière à ce que les entreprises ne voient pas cela comme un coup près, mais qu'au contraire, elles puissent continuer à investir, continuer à innover, sans être contraintes financièrement de manière très importante. Donc, ce sont deux axes de travail très concrets sur lesquels on essaye de proposer des amendements à l'Assemblée nationale, notamment dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances rectificative qui a lieu en ce moment. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est un sommet dans un contexte particulier, mais comme c'est un sommet 4.0, il a la chance de pouvoir se tenir à distance, à travers des outils numériques. C'est important que l'on puisse échanger nos expériences, montrer qu'on est en capacité d'innover. Et je dirais simplement, je finirai par ces mots de René Char qui disait impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À se regarder, ils s'habitueront. Mais c'est important qu'en France, on ne perde pas cette culture du risque, cette culture de l'innovation, cette culture entrepreneuriale qui est fondamentale, et y compris en période de confinement. N'oublions jamais que même dans ce confinement, il y a des idées nouvelles qui émergent. Il y a des Françaises et des Français qui sont chez eux, derrière l'ordinateur, et qui trouvent parfois une idée absolument géniale et qui peuvent ensuite eh bien, la transformer de manière industrielle. Et c'est ça qui fait la force de notre pays, et c'est ce vivier d'esprit d'entreprise qui est très important à promouvoir et à préserver, quelle que soit la difficulté et la période que nous traversons en termes sanitaires. Merci Monsieur Abad pour son message. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite. Dans ma présentation, on parlait de chaîne de valeur. Du coup, ça me semble important de poser exactement qu'est-ce que c'est que la chaîne de valeur 4.0 aujourd'hui. Julien, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la chaîne de valeur? Tout à fait. Alors, je vais présenter quelques slides. Donc, la chaîne de valeur, c'est intéressant pour la partie fabrication additive et pour le 4.0 en général. D'accord. Aujourd'hui, on va parler un peu fabrication additive, déjà parce que dans les 12, alors souvent il y a plusieurs façons de compter les technologies du 4.0, mais dans la partie Interreg, donc européenne, on en compte 12, il y a une seule technologie de fabrication, c'est la fabrication additive. D'accord. Donc le but, c'est vraiment de voir comment cette chaîne de valeur globale va fonctionner. Donc, avant la chaîne de valeur, on était sur des usines avec des fonctions support, des fonctions principales, et chaque entité travaillait un peu dans son coin en passant la pièce ou le produit ou le dessin d'un bureau à un autre. Plus tard, ce qui va se passer, c'est que la chaîne de valeur, elle va être connectée, d'accord, parce que on va mettre toutes les informations des machines de production, etc., sur le cloud. Les bureaux d'études vont être déportés par rapport aux différents endroits de l'entreprise. On va être plus collaboratif en intégrant le besoin du client et le fournisseur. Donc le but, c'est vraiment de travailler tous ensemble. Et demain, alors c'est la dernière image qu'on voit, on n'aura pas une chaîne de valeur avec un enchaînement, mais plutôt un espèce de réseau. On aura des gens qui conçoivent, des gens qui fabriquent, des gens qui font des finitions, des gens qui font le contrôle. Et le but, c'est de travailler tous ensemble. D'accord. Si je prends l'exemple de la fabrication d'un produit, avant, on avait de la R&D, de la conception, le bureau des méthodes qui faisait l'industrialisation, la production, et ensuite le contrôle et la métrologie pour vérifier que la pièce est bonne avant d'être utilisée. Demain, toute cette chaîne, encore une fois, ressemblera plus à une chaîne, mais plutôt à un nuage ou à un ensemble, où on aura la conception optimisée, qui sera collaborative, parce qu'on va tenir compte du besoin du client, on va tenir compte des possibilités de fabrication qu'on a, du niveau de charge des entreprises, etc. Ensuite, on aura la partie fabrication. Tous les outils sont connectés. On voit les machines derrière nous de fabrication additive. Elles sont connectées, elles sont sur le cloud. On voit en temps réel ce qui est en train de se passer. Derrière, une fois que c'est imprimé, on vérifie que ça fonctionne, on vérifie que ça marche, on vérifie que ça répond au cahier des charges. Et on a besoin du contrôle et de la métrologie pour toutes les applications. Et pour finir, on a une organisation globale dans tout ça qui permet de vérifier que tout fonctionne. D'accord. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, on travaille, ou en tout cas hier, on travaillait beaucoup en silo. Aujourd'hui, un peu moins, et l'avenir, c'est du transversal et déporté, ou en tout cas dans un univers tous ensemble sur le même projet. C'est ça l'objectif. D'accord. Très bien, donc voilà, on a une vision globale de ce qu'est la chaîne de valeur 4.0. Ce que je vous propose, donc, c'est que on puisse parler de fabrication additive. Tout à fait. Donc on accueille sur cette partie la société Formlab qui est
dont on a la chance qu'elle soit un de nos partenaires et qu'elle nous soutienne dans notre développement sur la fabrication additive. Et donc, on écoute l'intervention de Lucas et on se retrouve tout de suite après. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Voilà, on y répond tout de suite après en live et ça sera un plaisir. Bonjour à tous et bienvenue à tous les participants de ce sommet 4.0 organisé par l'UIMM. Je remercie Julien Bajolet de me laisser la parole lors de ce sommet. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous parler un peu d'impression 3D dans l'industrie 4.0. Nous, on est Formlabs, donc on est partenaire de l'UIMM. Et on espère que l'UIMM pourra montrer en quoi la SLA s'inscrit parfaitement dans l'éducation et dans une panoplie d'imprimantes et de technologies que vous pouvez avoir. Parce que, bon, les technologies sont quand même assez complémentaires les unes des autres. Et donc, avant toute chose, moi, je me présente, je suis Lucas. Je travaille chez Formlabs depuis 4 ans, donc je m'occupe, voilà, je suis référent de la marque Formlabs en France. Je m'occupe vraiment de la partie marketing. Je m'occupe aussi de l'accompagnement des clients et des utilisateurs Formlabs sur le marché français. Avant toute chose, donc Formlabs, on est plus de 600 employés à travers le monde. On a 7 bureaux, on a 150 ingénieurs qui travaillent sur le développement des machines, des matériaux, des solutions logicielles. On a vraiment un écosystème qui est complet et, on va dire, maîtrisé. On a vendu plus de 70 000 imprimantes à travers le monde et on est vraiment spécialisé dans la SLA, même si on va sortir des machines en SLS bientôt. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment faciliter l'innovation dans tous les secteurs, toutes les industries. Et pour ça, on va essayer de toucher le développement et la fabrication de produits, la bijouterie, le dentaire, la santé, l'enseignement et la recherche, également l'ingénierie, le développement produit. Donc, vraiment, avec la même machine, vous allez pouvoir réaliser beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous, notre offre, elle se présente comme ceci. Donc, vu qu'on développe nous-mêmes nos matériaux, on essaie de faire en sorte que cette machine puisse toucher le plus de secteurs possible. Donc, on a des résines standards pour faire de la volumétrie, des résines biocompatibles, des résines dentaires, plein de résines techniques. Et ça va peut-être plus vous intéresser, dans le sens où vous allez pouvoir réaliser des pièces d'outillage, des gabarits, de fixation, beaucoup de choses, des pièces vraiment techniques, des assemblages, des pièces mécaniques. Donc, on a une panoplie de résines techniques qui vous permettent de simuler certaines propriétés mécaniques de matériaux nobles, comme on dit, ou en tout cas de plastique industriel. Et ensuite, on a des résines pour la joaillerie et la céramique. Donc, voilà. En gros, ça, c'est l'offre de Formlabs. Et ensuite, pour parler un peu d'industrie 4.0, c'est vrai que le contexte actuel a fait que ça a accéléré, on va dire, et ça a mis le feu sur en tout cas les projecteurs sur l'impression 3D, dans le sens où c'est une des technologies qui va permettre de être beaucoup plus agile en termes de production, en termes de développement. C'est des machines qui sont, on va dire, flexibles, vu que vous allez pouvoir imprimer plusieurs matériaux, vous pouvez avoir plusieurs machines qui font que vous allez pouvoir imprimer des matériaux différents en même temps, ce qui n'est pas forcément le cas avec une seule grosse machine industrielle que vous devez paramétrer pour que vous puissiez changer la production. Donc, ça peut prendre longtemps. Donc, finalement, avec l'impression 3D, on se rend compte qu'on est de plus en plus flexible et que c'est un pilier de l'industrie 4.0. Et donc, les objectifs de cette industrie, ça va être en effet donc, les industriels et les entreprises vont essayer de personnaliser tout en gardant une notion de masse. Donc, on va essayer vraiment de personnaliser nos produits, de personnaliser nos productions pour être de plus en plus agile et répondre plus rapidement aux demandes du marché. On va essayer de séduire les consommateurs avec des produits uniques et personnalisés. Mais les consommateurs, ça peut être très bien le consommateur final comme le consommateur en interne de l'entreprise, c'est-à-dire l'opérateur sur une ligne de production qui cherche un outillage qui est adapté à son activité. Et une production intelligente, c'est-à-dire que concevoir des produits comme des services. Et encore une fois, l'industrie 4.0, c'est vraiment une nouvelle façon d'organiser les processus et les moyens de production. Et cette organisation passe par de l'agilité qui se retrouve dans l'impression 3D, mais pas que. L'impression 3D, on va dire que c'est un des 5 piliers de l'industrie 4.0. Je pense que dans cette conférence et dans ce sommet, vous allez parler de tous les autres. Moi, c'est vraiment le focus sur l'impression 3D. Et en effet, l'impression 3D, ça va permettre aux entreprises d'être plus agiles, d'être plus indépendants, parce que du coup, vous allez
Vous allez pouvoir faire des productions et des développements qui sont internes et qui n'étaient pas forcément pas le cas avant, et que maintenant vous pouvez être, vous pouvez produire vos propres outillages directement en interne avec l'impression 3D et ne plus passer par des sous-traitants, et donc du coup raccourcir les délais, diminuer les factures aussi du coup. L'impression 3D, enfin, quand on parle d'impression 3D de bureau, on a des machines qui sont entre 400 et 7 000 euros. Et donc, du coup, un prix d'acquisition qui est assez bas. Et généralement, ce sont des machines qui sont très vite amorties. Donc, en effet, je vous disais, donc l'impression 3D, on va pouvoir réaliser de la pré-production, des outils de production et des produits finis. Moi, ce que je vais vous proposer ici, c'est de regarder très brièvement des cas d'application là-dessus. On a par exemple Pankel Racing, qui est une entreprise qui se situe en Autriche, et elle qui réalise en fait des produits de moteurs de voitures ou de motos à grande performance. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont des demandes particulières, ou en tout cas, ils doivent réaliser des moyennes séries particulières pour un marché. Et donc, du coup, cela implique de changer les outillages, ou en tout cas d'adapter les lignes de production à ces pièces qu'on leur demande. Et avant, en fait, les pièces que vous voyez en bleu ont été imprimées en 3D. Avant, ils les sous-traitaient. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en gros, ils les ont imprimés, ils ont fait ça en interne, et ils ont pu être plus rapides, ils ont pu réduire leurs coûts, leurs délais d'approvisionnement dans ces posages que vous voyez. Donc ils ont fait des réductions de coûts de 80 à 90% grâce à l'impression 3D. Donc ça, c'est pour un exemple, vous donner un exemple d'un outillage qui a été fait en impression 3D. Ensuite, on a New Balance qui est un grand constructeur d'équipements de sport, dont des chaussures, avec qui on a développé une résine qui est la résine Rebound, et qui permet de simuler en fait des mousses qui sont faites normalement à grande échelle dans l'industrie de la chaussure notamment. Et cette résine Rebound, en fait, elle a des propriétés qui font que le taux d'usure est moins élevé que les mousses industrielles, et que vous allez retrouver une forme qui est, vous voyez, hein, une forme vraiment organique, où on retrouve un peu d'intelligence artificielle, des structures lattices qui font que on a vraiment l'ajout de matière là où il faut, on gagne en matière et on gagne en performance. Donc ça, c'est très intéressant dans la personnalisation comment dire, des chaussures, des semelles, la personnalisation de masse. Et on retrouve ça grâce justement au développement de matériaux comme ça qui permettent de réaliser de belles choses. Et là, quelque chose d'un peu plus franco-français, on va dire. Donc, on a travaillé pas mal avec, et on continue de travailler avec l'entreprise Holymaker, qui en fait réalisé une presse à injection manuelle. Et ça, c'est très intéressant pour comment dire, le secteur de l'éducation, les Fab Labs notamment aussi, parce qu'on ne propose pas uniquement une solution, mais vraiment un workflow. Donc, avec Holymaker, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé des empreintes en polymère, donc imprimées avec nos résines, que ce soit des résines haute température, et on teste d'autres résines qui sont un peu moins rigides pour différents types de moules et différentes géométries. Et en fait, Holymaker a injecté du polypropylène, et vous voyez en fait ici, on a des pièces qui sont des outillages pour déboucher les buses de leur presse, et en fait, on a un surmoulage, et donc ce surmoulage a été réalisé avec une empreinte à gauche que vous voyez imprimée en high temp. Ils ont réussi à faire des petites séries d'injections en bonne matière, donc à savoir polypropylène. Ils font des tests avec d'autres plastiques, même des plastiques et des matières qui sont recyclées. Et donc du coup, là, on retrouve en fait toute cette chaîne et ce workflow, où on a une procédure qui nous permet en fait de recycler de la matière tout en économisant et en baissant nos coûts de production, parce qu'on a une imprimante 3D qui coûte 5 000 €, on a une presse à injection manuelle qui est très basse d'accès, enfin très facile d'accès. Donc, en tout cas, dans le secteur de l'éducation, on peut retrouver voilà, des choses, et donner en fait accès à des principes de production, tels le moulage à injection, grâce à des technologies comme l'impression 3D. Donc, devenir plus agile, faire des petites séries,
Et ça, enfin, je veux dire, on n'a jamais été autant dans l'actualité que maintenant avec tout ce qui se passe avec la crise sanitaire, etc. Donc, on a été beaucoup sollicité aussi pour faire voilà, de la production à grande échelle d'écouvillons aux États-Unis, par exemple, où justement nos écouvillons avaient été certifiés par la FDA et donc du coup on avait pu réaliser des écouvillons pour beaucoup d'hôpitaux et ça a beaucoup marché aux États-Unis. En France, c'est un peu plus compliqué avec les certifications, mais en tout cas on a des très beaux cas d'application. En effet, la production a été vraiment relocalisée et les gens ont commencé à vraiment se mettre à l'impression 3D. Et c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps hein, pour les entreprises qui ont déjà adopté la technologie. Donc, en effet, là maintenant, c'est mature pour le prototypage. On est vraiment vers un glissement vers de la production de produits finis et de petites, moyennes séries. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je pense avec Julien et toute l'équipe, vous aurez l'occasion de regarder ce que peut faire la SLA et pourquoi la stéréolithographie s'insère et est pertinente dans le cadre de formation pour des nouveaux métiers de production, etc., dans l'impression 3D. Donc, ma présentation s'arrête ici. J'espère que voilà, ça vous a donné un petit exemple de ce qu'on peut faire avec la SLA et que vous allez plus découvrir la technologie avec le partenariat avec l'UIMM. Et je vous souhaite à tous un très bon sommet. Merci beaucoup. Merci Lucas pour cette intervention riche et complète. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Encore une fois, on répond sur les différentes thématiques sans aucun souci. Moi, j'ai une question qui me vient comme ça, Julien. Aujourd'hui, on est dans un centre de formation à la FPMA, le pôle formation de l'UMM de l'Ain. Pourquoi la formation additive dans le pôle formation? Qu'est-ce que ça représente pour le pôle formation? Et du coup, concrètement, c'est quoi une formation fabrication additive? Voilà, donc 3 questions dans une, mais à toi. C'est une très bonne question, Anthony, merci bien. Donc en fait, à la FPMA, la fabrication additive n'est pas nouvelle. Je vais vous montrer quelques images. Globalement, la fabrication additive a démarré il y a quelques années par la fabrication additive polymère. On avait acheté quelques petites FDM au départ, notamment pour faire du prototypage pour les BTS. Ils avaient des projets de prototypage, on a commencé avec ça. Ensuite, la FPMA est spécialisée en soudage. En fait, on se rend compte qu'avec des robots de soudure, quand on vient superposer des couches et des cordons de soudure, finalement, ça fait de la fabrication additive. On peut le voir, alors on ne voit pas très bien, mais c'est juste derrière. On a 3 robots de soudure qui permettent de faire du soudage robotisé et de la fabrication additive qu'on appelle WAM, Wire Arc Additive Manufacturing. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu aller plus loin là-dedans parce qu'on était dans le prototypage, du test et finalement dérivé des technos de soudage. Donc le but, c'était d'aller vers la fabrication additive métal. Donc, on a acquis la Desktop Metal Studio via 4Vision. Donc c'est la machine qu'on a juste derrière qui est en train de travailler, qui nous permet d'imprimer des pièces métal tout orientées prototypage. Et on verra tout à l'heure un exemple d'outillage qu'on a réalisé avec ça. En parallèle, cette année, on vient de démarrer, comme l'a dit Lucas, un partenariat avec Formlabs, donc un des leaders mondiaux, des machines de SLA de bureau, de façon à avoir cet équipement-là qui vient compléter un peu la gamme entre les technologies fil polymère, les technologies métal. On a maintenant une technologie résine liquide. Et ça nous permet de couvrir, on va dire, 90% du besoin qu'on peut avoir en fabrication additive dans l'industrie. D'accord. Après, l'objectif ensuite, c'est qu'en début d'année prochaine, on recevra la shop. Donc c'est l'image que vous voyez sur l'écran. Donc là, c'est une machine de binder jet. On va travailler sur de la poudre métallique. On vient déposer du brillant, un peu comme une imprimante 2D finalement, avec après des étapes de post-traitement pour obtenir des pièces métalliques denses. Toutes ces machines-là sont très complémentaires. Le but, encore une fois, c'est d'aller du prototypage à la production série. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut utiliser la fabrication additive pour produire en série et plus l'image de la petite maquette à la maison ou la petite maquette ou le prototype en bureau d'études. Alors évidemment, il faut trouver des marchés et des applications qui sont en adéquation avec les possibilités de la fabrication additive. Quand je pense au médical, à l'aéronautique, à l'automobile, mais plutôt orienté compétition, pas forcément la Twingo, là on peut avoir de la fabrication additive qui est pertinente, qui permet d'avoir un vrai gain en coût et en délai de production. Donc là, ça peut devenir intéressant. D'accord. Donc nous, notre objectif, dans le cadre de la formation, c'est de pouvoir montrer l'ensemble de la chaîne de valeur. On verra tout à l'heure la partie conception optimisée. On veut concevoir de manière optimisée. La fabrication additive offre des possibilités qu'on n'avait pas dans les autres technologies, dans l'usinage, etc. On avait des limites qu'on ne retrouve pas forcément en fabrication additive, donc il faut apprendre à concevoir de manière optimisée.
D'accord. Après, il faut apprendre à préparer une production, il faut apprendre à lancer les productions, et après à faire la finition et le contrôle. D'accord. Ok. Donc, de nombreuses formations possibles et à tout niveau pour du débutant ou de la société qui veut comprendre les technologies et se lancer aux personnes qui maîtrisent déjà et qui veulent apprendre de nouvelles technologies. Et, voilà. Tout à fait. Très très bien. Donc on a une vision de la production, de ce que veut dire une production en fabrication additive. Du coup, une fois que j'ai fabriqué mes pièces, je suppose qu'il y a une partie où comment je m'assure de la qualité. Il faut quand même que je les contrôle. Tout à l'heure, donc on parlait de contrôle et de métrologie. Donc si j'ai bien suivi, c'est le moment d'en parler puisqu'on vient de fabriquer. Pour ça, je vous propose qu'on qu'on suive l'intervention de Laurent. Laurent et Fabrice, ils sont et deux. Fabrice, et du coup il y a Fabrice, donc de la société Hexagone, avec qui également on commence à développer des choses, donc merci à eux. Et puis toujours pareil, n'hésitez pas à poser vos questions sur cette partie-là, donc de la partie contrôle et métrologie, ou même les parties d'avant si des questions vous reviennent. Bonjour à tous, je suis Fabrice Colomb, directeur des ventes des machines fixes en France et au Maghreb pour la société Hexagone. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter notre solution Global Light. La Global Light est un produit récent qui est dédié à la métrologie d'entrée de gamme. Donc c'est une machine qui est épurée, fiable, simple à l'utilisation et qui va être finalement votre premier moyen de mesure automatique de l'entreprise. La machine Global Light a pour intérêt de se décliner en 8 tailles différentes afin de pouvoir répondre à des exigences très larges et variées au sein de votre entreprise. L'intérêt est de pouvoir finalement adapter sa machine par rapport au type de matériaux que vous souhaitez mesurer et naturellement les incertitudes de mesure auxquelles vous devez répondre pour vos cahiers des charges. Notre machine Global Light s'installe aussi bien dans des locaux de métrologie dimensionnelle climatisés, mais aussi peut s'intégrer dans l'environnement de l'atelier avec son option d'extension de température vous permettant de mesurer de 16 à 26 degrés Celsius. Notre machine 3D est pilotée par le logiciel PCDMIS. C'est le logiciel le plus vendu dans le monde, offrant le plus de possibilités en termes de fonctionnalité, mais aussi de connectivité. Cette solution va vous permettre de créer vos programmes très rapidement sur la base du modèle 3D, de générer des rapports ludiques, et vous pouvez partager ces résultats avec l'ensemble de vos clients. PCDMIS est notre logiciel plateforme unique. Il permet de se connecter au bras de mesure, au laser tracker, à des machines de vision, mais aussi à la lumière structurée telle que Acon. Aujourd'hui, je vous propose simplement de prendre connaissance de cette gamme et d'aller sur notre site internet et de vous renseigner et d'en connaître plus. Vous avez à votre disposition Monsieur Antoine Ribéron, qui est le commercial de la région, qui est à votre disposition afin de vous présenter nos nouveautés et cette nouvelle machine associée à PCDMIS. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Bonjour, merci Fabrice pour ta présentation. Laurent Francoux, Hexagone Manufacturing Intelligence. Je suis technico-commercial en charge de la commercialisation de la ligne de produits portables dans le quart sud-est de la France. Je vous présente dans un premier temps notre solution de numérisation par frange de lumière Icon. Ce système de numérisation va vous permettre d'obtenir des maillages d'une grande qualité et d'une grande précision. Ces maillages pourront vous servir à plusieurs choses, généralement utilisés pour du contrôle dimensionnel, avec nos solutions logicielles type PCDMIS ou Inspire, ou alors on peut également utiliser ces maillages pour faire de la rétroconception via nos logiciels groupe de Hexagone Production Software type VisiReverse. Vous voyez à l'écran le Prime Scan, qui est l'entrée de gamme de nos scanners, qui va vous permettre de faire des acquisitions de très petites pièces jusqu'à des pièces de grande taille. Vous l'avez ici associé à un plateau tournant qui va vous permettre de simplifier l'acquisition et le mode d'acquisition, et le logiciel Octocat qui va vous permettre de générer un maillage représentatif de la réalité de la pièce. Grâce à ce logiciel, vous pourrez également faire une comparaison directe au modèle 3D, et le logiciel vous donnera une colorimétrie. À savoir que
dans la gamme de nos scanners par numérisation par tranche de lumière Icon, nous avons 3 produits. Le PrimeScan, qui est présent sur l'image, le SmartScan, qui est un scanner qui va vous permettre de pouvoir changer les optiques, donc changer les champs de mesure, et le StereoScan Neo, qui va vous permettre de changer également vos champs de mesure, mais qui va avoir la possibilité également de scanner couleur, et du coup de pouvoir reprojeter des mappings couleurs directement sur les pièces. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci. Dans notre ligne de produits moyens portables, je vais vous présenter maintenant le bras Absolute Hexagone, donc le bras compact, petite dimension. Donc c'est un bras qu'on appelle le RA8512, donc volume de mesure de 1200 mm, en palpage sur cette configuration. Donc ce bras de mesure, très pratique, compact, parce qu'on va pouvoir le positionner directement dans les machines-outils pour aller faire du contrôle dimensionnel. Donc ici, il est connecté dans notre logiciel groupe PCDMIS, donc sur une pièce sur laquelle j'ai pu faire du contrôle dimensionnel. Donc quand je parle de contrôle dimensionnel, c'est le contrôle dimensionnel et géométrique. On va pouvoir vous sortir des cotes, des diamètres de cercle, des distances, mais également du contrôle géométrique, tout ce qui est parallélisme, perpendicularirité, localisation. Tout ça, c'est des choses qui sont possibles à faire avec ce type de bras. Donc au niveau de ce bras, donc 6 axes d'articulation. Donc l'avantage de ce bras-là, donc complètement portable, il est connecté, il a une batterie connectée en Wi-Fi, donc 0 câble entre le bras et le PC qui est juste derrière. Donc, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir passer directement sur de la machine-outil, dans la machine-outil, pour aller faire des vérifications sur des pièces sans démonter la pièce de la machine-outil. Ensuite, au niveau des palpeurs, donc on vous propose toute une gamme de palpeurs qui reconnaissance automatique des palpeurs. Donc là, on peut changer les palpeurs sans problème, mais on peut aller aussi faire du contrôle surfacique en palpage via le logiciel PCMIS, mais on peut également mettre un scanner qui va pouvoir se monter directement sur le bras et qui sera reconnu directement sur le bras de mesure, donc, ce qui va nous permettre de faire de la numérisation 3D avec ce type de bras. Pour information, au niveau de nos bras de mesure, donc là on est sur un bras de volume de 1200, de volume de mesure. Sur la gamme de nos bras de mesure, après on a des bras qui se déclinent jusqu'à un volume de travail de 4,50 m. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on répondra sans problème. Merci bien, au revoir. Alors, nous revoilà en live. Merci pour cette présentation. Du coup, moi, j'avais une petite question pour vous deux, Laurent et Fabrice. Du coup, vous êtes revendeur ou propriétaire des systèmes de mesure que vous proposez? D'abord, bonjour. Merci pour la prise de parole et puis pour la question. Alors, écoutez, nous, on est fabricant de machines de mesure, c'est-à-dire que le groupe Hexagone a pour vocation d'avoir ses propres usines pour pouvoir fournir ces moyens de mesure. Et on produit à travers toute l'Europe, naturellement, mais aussi la France. Et puis, on a une certaine fierté à commercialiser nos bras de mesure qui sont produits à Montoire-sur-le-Loir. Voilà pour la partie, je dirais, fabrication et maîtrise vraiment des machines que l'on fabrique nous-mêmes. D'accord, donc là, du coup, on parlait côté machine, mais du coup, vous êtes également éditeur de solutions logicielles en métrologie ou pas? Alors, effectivement, donc nous, on est éditeur des logiciels. On peut prendre quelques exemples tels que PCDMIS, Windows. Nous avons aussi Inspire. Donc, on a nos équipes de développement au travers de toute la planète qui nous permettent d'avoir des solutions qui sont autant pour piloter nos moyens de mesure de métrologie, que ce soit aussi la gestion d'informations sur le cloud, comme discuté précédemment. C'est-à-dire qu'on est capable de centraliser toutes les informations qui vont venir de toutes nos machines de façon à faire de la maintenance prédictive. On a aussi des solutions de statistiques. Tout à fait. Donc là, on fait la gestion de l'ensemble des données mesurées sur, par exemple, plusieurs sites clients sur l'ensemble de la planète et on est capable de faire les analyses associées. L'objectif étant de dématérialiser autant que possible les mesures par nos solutions logicielles
et puis d'être de plus en plus, je dirais, connectés. Ce qui va être intéressant, c'est que toutes nos solutions logicielles sont compatibles avec toutes nos lignes de produits différentes au niveau machine. Tout à fait. Donc, du coup, j'imagine que aussi bien du côté machine que logiciel, tout ça, il y a un suivi client, enfin un SAV présent en France et peut-être à l'international. Alors nous, c'est très très simple sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque pays, et le pays comme la France, est 100% indépendant, que ce soit de la commercialisation. Donc là, on fait partie de nous des équipes commerciales, la partie support technique. Donc on a plus de 30 techniciens qui sont là pour assurer le service après-vente, une dizaine d'applicatifs pour faire la partie formation. Et on a aussi toute une division pour faire de la prestation. Donc au final, on est un groupe qui représente plus de 20 000 personnes, mais avec des représentations locales, structurées, sur lesquelles on fait en fait de l'accompagnement sur toute la vie du client. Alors ça va de la simple formation, mais on aide aussi à démarrer en cursus métrologie dimensionnelle. Quand on commence vraiment, on part de zéro. Vous travaillez avec nous, on est capable de vous faire monter en compétences et adopter en fait les bons équipements et la bonne solution logicielle pour amener une performance au sein de l'entreprise. D'accord. Du coup, vous parliez de formation là. Je crois qu'il y a des projets. Julien, tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. Avec Hexagone, donc notre rencontre s'est faite. Bon, déjà, on est équipé d'équipements Hexagone pour commencer, donc on a des bras de mesure chez eux. Et surtout, la métrologie est un point extrêmement important dans l'industrie actuellement, qui est en pénurie de main-d'œuvre et de compétences. En partenariat avec le lycée Caria de Bourg-en-Bresse et Hexagone, on est en train de monter une licence pro métrologie et développer une offre de formation continue pour pouvoir aider les industriels à développer un service de métrologie, tout simplement sous-traiter mais avec des bonnes compétences, ou alors tout simplement se lancer dans l'aventure en faisant l'acquisition d'équipements. Donc là, c'est des choses qu'on est en train de lancer. Alors on a beaucoup parlé là de métrologie, de logiciels, de fabrication. Je pense que là maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir une conception optimisée. Tout à fait, on avait parlé de ça au début. Donc pour ça, je vais donner la main à Hélène Sapardanis de la société Alter, qui va nous présenter quelques infos sur Alter et les logiciels qu'il dispose. D'accord. Hélène, c'est à toi. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour Julien. Merci de me laisser la parole. Donc je me présente Hélène Sapardanis, je suis ingénieure de recherche chez Alter Engineering France. Tout d'abord, rapidement, quelques mots sur Alter. Donc Alter est un éditeur de logiciels, donc une entreprise américaine qui est depuis 1985. Et donc notre cœur de métier, c'est le développement de logiciels, de solutions pour la simulation, l'analyse de données, le calcul haute performance, mais aussi la commercialisation et l'accompagnement des clients. Donc on va en fait de tout ce qui est outils de design, de modélisation, de visualisation. On a beaucoup de codes de calcul pour simuler vraiment un large panel de phénomènes physiques. On fait de l'analyse de données. De là, on a aussi des solutions et des suites logicielles pour l'Internet des objets. Qui dit calcul dit grosse performance calcul. On fait du calcul aux performances et on a un programme partenaire pour en fait accéder à encore plus de solutions que ce que Alter dispose. Là, c'est vraiment rapidement pour vous présenter quelques clients. Donc, on va très large, de l'automobile à la finance, en passant par les équipements lourds, le ferroviaire, etc. Donc, en fait, on va commercialiser nos solutions, mais aussi apporter un accompagnement, une expertise technique aux clients et de nombreuses formations, parce que donc on développe les logiciels, mais on forme aussi à nos logiciels. Je vais parler maintenant de tout ce qui est design optimisé. Donc avant de vous parler de l'optimisation de design, je voulais simplement introduire une notion qui est assez centrale, c'est un point clé
de l'optimisation de design, de tout le process de conception par la simulation, c'est l'optimisation topologique. L'optimisation topologique, c'est un outil de design, un outil numérique, donc qui est disponible dans le code de calcul OptiStruct d'Alter. Donc qu'est-ce que c'est? On va venir en fait à partir d'une pièce de base, donc ici vous avez une pièce qu'on veut optimiser qui est fixée, et dans le perçage on imagine qu'elle est fixée à un assemblage et donc on a des sollicitations mécaniques. On veut minimiser sa masse. Donc on va, à partir d'un volume à optimiser qu'on voit ici en jaune, un espace de conception, on va donner ça à l'optimiseur, et par processus itératif, on va pouvoir avoir finalement, là vous avez le processus itératif, les chemins d'effort, la distribution de matière optimale de la pièce pour le cahier des charges que vous avez mis, c'est-à-dire un objectif de minimisation de masse avec des contraintes qui peuvent être des contraintes de fabrication, comme je pense à l'extrusion, aux contraintes de démoulage, mais aussi des contraintes mécaniques, etc. Et donc, c'est un outil pour vraiment très amont dans les phases de conception. Donc, on parle d'optimisation conceptuelle, et parce qu'une fois qu'on a cette distribution de matière, il faut ensuite l'interpréter, donc avoir l'œil du concepteur ou de l'ingénieur pour avoir une pièce qui soit faisable et fabricable. Donc chez Alter, l'optimisation, c'est quelque chose d'assez ancré, une très bonne expertise. Ça fait plus de 25 ans qu'on fait de l'optimisation. On a des équipes qui sont très expérimentées sur le sujet. On a quand même, on travaille donc autant dans le secteur aéronautique, automobile, ferroviaire, industrie. On touche vraiment tout par de l'expertise auprès des clients, et par aussi des formations et du support technique. Et comme je vous ai dit, on est éditeur de logiciels et on fait aussi beaucoup évoluer, depuis 25 ans, les solutions ont énormément évolué pour aller vers les besoins clients, et en fait, toujours centrer la simulation au cœur de la conception pour avoir des temps de développement qui sont plus rapides. Donc on parle beaucoup en anglais, le simulation driven design, qui est en fait la conception pilotée par la simulation. Dans les processus de conception classique, on a souvent la partie développement produit, conception qui est d'un côté, et ensuite la partie fabrication qui sont quand même deux pôles assez différents. Et donc nous, par ce concept de mettre la simulation numérique au cœur du développement d'une pièce, donc c'est-à-dire ne pas prendre uniquement ses conditions d'utilisation, mais ses conditions de fabrication, etc. C'est vraiment rapprocher ces deux cœurs de métier, et donc aussi aller plus vite sur les temps avec une meilleure communication. Forcément, on va souvent plus vite, on s'enrichit l'un l'autre, les deux métiers peuvent s'enrichir, et avoir moins cette phase un peu silo du développement d'une pièce. Et donc on a une solution qui s'appelle Inspire, une plateforme où on peut faire des analyses de performance, optimiser des pièces très rapidement, et aussi faire tout un travail sur la fabricabilité des pièces. Donc un exemple rapidement, là vous avez c'est une pièce d'un système de moto, un bras de suspension. Donc on va d'abord analyser tout le mécanisme. Là, c'est une analyse multicore, donc dans le logiciel Inspire, avec différents scénarios qu'on a besoin d'analyser. On va ensuite pouvoir faire une optimisation, donc une optimisation topologique, ce dont je parlais juste avant. Donc venir chercher une forme optimale par rapport au cahier des charges qu'on s'est fixé. Et ce qui est intéressant en plus avec l'optimisation topologique, c'est qu'on peut intégrer donc très tôt dans la phase de concept les différentes contraintes de fabrication. Donc là, par exemple, cette pièce, je vais la faire en usinage, j'ai des contraintes qui sont associées. J'aurai un concept, une forme qui sera beaucoup plus différente si je veux la faire par processus de fonderie. Donc à chaque fois, vous avez en marron l'optimisation, les résultats d'optimisation topologique, et ensuite la pièce qui a été reconçue par un designer. Et autre exemple, la fabrication additive, où vraiment vous voyez qu'on a 3 pièces qui sont bien différentes, où ce qui est intéressant en plus avec l'optimisation topologique, c'est qu'on va très rapidement, là vous voyez 3 concepts différents, on a utilisé 3 procédés de fabrication différents, on peut imaginer tester différents matériaux, voilà, on va aller plus vite, et
et dégager rapidement des formes intéressantes. Et donc cet outil d'optimisation topologique est vraiment très intéressant pour notamment la fabrication additive. Donc là, j'en parlais juste avant, où en fait, dès les phases de design, on aura on va devoir prévoir, donc là j'ai remis tout le chaînage très simplifié, donc du design, la simulation, le pré-process, le process et enfin le post-process avec l'enlèvement des poudres et tout ce qui est enlèvement des supports. Et en fait, le design dans le cas de la fabrication additive et l'optimisation des pièces pour la fabrication additive, il va falloir anticiper toutes ces étapes de fabrication dès la phase de design, et donc avoir vraiment une réelle discussion entre les différents corps de métier. Et donc voilà, la plateforme que je vous présentais juste avant et vraiment va dans ce sens-là. Pour terminer, alors je sais pas, j'ai pas de timer, donc je peux pas dire si je suis dans les temps. Je voulais quand même vous présenter un exemple d'application. Donc là, c'est sur les outils industriels. C'est cette partie-là, outils agricoles. Donc c'est un partenariat entre Alter, Amazon, donc qui est le fabricant des outils agricoles, Procast et VoxelJet. Et donc là, l'idée, c'était de venir optimiser pour la fabrication additive cette pièce-là. Donc première étape, on va simuler tout l'assemblage. On fait une simulation multicore pour venir en fait au niveau des différentes liaisons entre la pièce et l'assemblage, connaître les efforts qui passent par ici et pouvoir ensuite faire une optimisation d'un concept. Donc le process, on va d'abord définir le volume à optimiser. Donc l'encombrement qu'on a, une pièce, une forme assez simple. Ensuite, on va réaliser plusieurs optimisations topologiques pour trouver des formes optimales. C'est de chercher vraiment la pièce la plus performante. Souvent, là, on cherche à maximiser la raideur ou à minimiser la masse. Une fois qu'on a trouvé un concept vraiment intéressant, on va venir l'interpréter pour qu'il soit fabricable. Et finalement le valider par une analyse élément fini. Voilà, donc vous avez les résultats de l'analyse élément fini. Donc pour cette pièce-là, elle a été choisie d'être réalisée par processus de fonderie. Donc en plus de toute la phase d'optimisation qu'on a vue, on va aussi analyser la fabricabilité et optimiser. Donc là, c'est le logiciel, donc ça s'appelle InspireCast, là, c'est plus Click2Cast. On va pouvoir optimiser la fabricabilité on a des solutions pour faire ce genre de choses. Et donc finalement, à partir d'une pièce en fait qui était un assemblage de tôle avec, vous voyez, il y a 16 mètres de cordon de soudure, donc une pièce où on a quand même pas mal de phases d'assemblage, on va vers une pièce alors qui n'est pas imprimée directement. Là, on va avoir le moule qui va être imprimé et ensuite on va fondre la pièce dans ce moule qui est un moule en sable. Et donc grâce à ce processus, donc vraiment changer la manière, le procédé de fabrication et aussi avoir des designs vraiment optimales, on arrive à un gain de masse de 11%, on garde les performances méca de la pièce et on réduit les coûts. C'est intéressant et on a de bien meilleures performances en termes de fatigue sur la pièce. Donc pour terminer, le moule a effectivement été fabriqué donc par VoxelJet, par processus. Donc c'est un moule en sable. Une fois que le moule a été fabriqué, donc on a fondu la pièce. Donc là vous avez une image. Donc ça c'était réalisé par Procast. Et donc pour avoir la pièce, donc le moule a été cassé. Et donc là vous avez la pièce donc qui fait tout ce qui est post-traitement, donc la pièce finale, qui est une pièce qui a été réalisée donc grâce à l'optimisation topologique et au concept d'optimisation de pièces. C'était tout pour moi. Merci Hélène. Je vous en prie. Donc, merci Hélène pour la présentation. Tu vois, Anthony, ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a plus de silos dans les entreprises maintenant. Il faut que tout le monde travaille ensemble.
de façon connectée avec les logiciels, les machines, etc., pour avoir des résultats technico-économiques satisfaisants. D'accord. Du coup, voilà, là on a abordé nos 3 thèmes avec une chaîne de valeur 4.0, avec une première initiation à cette chaîne de valeur, en tout cas les premiers éléments. On a quelques questions sur le chat, notamment Timothée et Ariane qui nous donnent des questions qui peuvent être valables d'ailleurs un peu aux trois modules. On a commencé à le parler tout à l'heure, aux 3 thèmes. Clairement, est-ce que nous, en tant que pôle formation, on incorpore ces logiciels, ces technologies dans les modules de formation en apprentissage. Donc Timothée nous parle de fabrication additive, savoir si on l'aborde dans l'apprentissage, dans l'usinage. Ariane nous pose la question notamment liée à la métrologie aussi, si on l'incorpore dans nos cursus de formation. Du coup, qu'en est-il? Oui, l'objectif, c'est toujours de faire évoluer les formations vers les besoins des industriels. Donc, je disais tout à l'heure, la partie fabrication additive, on avait commencé avec les BTS. On enchérit ça avec la fabrication additive métal et on développe de la formation continue. Côté optimisation topologique, on l'intègre dans tous nos parcours, que ce soit en formation continue ou en apprentissage CAO. Donc, les BTS CPI, conception de produits industriels, et le parcours long qu'on fait sur toute l'année en CAO. Et côté métrologie, on a déjà de la métrologie dans le parcours d'usinage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va étoffer encore cette offre avec les nouveaux équipements de scan, de bras de métrologie disponibles chez Hexagone. Donc, c'est création de nouvelles formations spécifiques, mais aussi de l'intégration dans des formations un peu plus anciennes, enfin en tout cas existantes, pour les mettre à jour. Exactement. On fait de la découverte dans quasiment tous les parcours qui concernent, et on va plus loin dans le détail pour ceux qui le souhaitent. D'accord. Du coup, on avait une question également sur la fabrication additive, et je pense pour Formlab, parce que c'est marqué FamLab, mais Formlab fait-il de la 3D métal? Alors non, ils sont plutôt dans la partie résine, thermodurcissable, donc des résines liquides. Alors, ils ont développé un concept avec de la céramique, notamment adapté pour le dentaire, où on vient en fait charger les résines liquides en céramique. Par contre, pour le métal, c'est pas encore disponible. D'accord. Donc, autre fournisseur de solutions. Dans nos intervenants, pour conclure, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des questions à vous poser mutuellement, voilà, ou un petit mot de conclusion, une valeur qui est importante pour vous? Non, écoutez, c'est Fabrice d'Hexagone. Moi, je voulais déjà tout simplement vous remercier pour l'organisation de ce webinaire, et surtout ce qui est important, qu'on travaille depuis très longtemps chez Hexagone et qu'on continue dans ce sens-là, c'est vraiment l'éducation. Bien sûr qu'on se retrouve avec des jeunes, on a envie de retrouver des jeunes qui sont formés et prêts à nous rejoindre dans l'industrie. Et puis surtout, ça sera sûrement nos prochains collègues aussi qu'on est en train de préparer, peut-être à prendre notre relève, et ça c'est très très important. Et l'idée c'est que nous on veut vraiment rester à vos côtés, à votre disposition pour appuyer toutes vos démarches en fait, tout simplement. Ça sera avec plaisir. Je vois qu'on a une question du coup pour Hélène d'Alter. Comment optimiser le choix de matériaux pour une conception optimisée? Et deuxième question, avez-vous un module permettant de le faire? Alors, on ne va pas optimiser le choix à proprement parler. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un catalogue de matériaux et on va pouvoir tester différents matériaux, d'une part, et d'autre part, on va pouvoir aussi, grâce à l'optimisation topologique, faire ce qu'on appelle de l'optimisation multimatériaux. Donc en fait, dans une optimisation, on va proposer à l'optimiseur différents matériaux, et c'est lui qui va répartir selon donc les efforts qui passent dans la pièce, quel est le matériau le plus approprié, et faire une pièce multimatériaux. Donc ce qui a un réel intérêt pour qui peut être en étant couplé avec la fabrication additive, on peut vraiment avoir améliorer les performances des pièces. D'accord, merci bien. Du coup, pendant que tu as la parole, Hélène, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur voilà, le message fort que tu veux que les gens retiennent, ou peu importe, ou pas d'ailleurs? En tout cas, moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité, et
le message fort pour, en tout cas la conception, optimisée, c'est mais ce que vous avez dit juste avant, arrêter de penser en silo et vraiment avoir, voir, tous les corps de métier, avoir une réelle discussion entre les corps de métier pour, je pense qu'il y a un bel enrichissement à avoir et on avancera d'autant mieux grâce à ça. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive vers la fin. Je remercie énormément nos intervenants d'avoir pris la parole. Lucas qui n'a pas pu être là en live, mais il a préparé la vidéo. Hélène, Fabrice, Laurent. Je pense que là, aujourd'hui, on a vu une nouvelle façon de considérer la chaîne de valeur. On arrête les silos, on arrête de travailler chacun dans son coin et surtout, on met le produit au cœur de la conception, de la fabrication, du contrôle pour avoir le maximum d'efficacité possible. La fabrication additive se couple aux autres technologies. La conception optimisée sert pour toutes les technologies. Le contrôle, toutes les pièces doivent être contrôlées à un moment ou à un autre. Donc voilà, il faut tenir compte de tout ça. Et c'est grâce à ça qu'on sera plus fort et on continue à se former et à créer des compétences là-dessus. Merci à tous. Je vois que, donc, en effet, ça touche à sa fin. On a encore pas mal de questions qui tombent, mais n'hésitez pas à prendre contact soit avec la FPMA sur le site www.fpma.fr ou directement, en effet, auprès d'Alter, Hexagone et Formlabs. Nous, on vous remercie. Vous avez été très nombreux pendant cette semaine de Sommet 4.0 à participer à ces conférences. C'était un nouveau schéma pour ce Sommet 4.0 qui est d'habitude plutôt en physique, mais c'était une très belle expérience et ça a été vraiment un succès. Donc n'hésitez pas, soyez curieux et n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous contacter pour échanger. Et puis on se retrouve du coup en 2021 pour le prochain Sommet 4.0. Merci à tous et très bonne journée, très bon week-end. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Au revoir.